Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 7. Saison 7, dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Maëlle de Quélin. Bonjour Maëlle. Bonjour Anne-Charlotte. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte en chef des monuments historiques et à la tête d'une agence qui porte votre nom, une agence basée à Paris. En hors d'œuvre, une interrogation insolite sur le goût de l'architecte. Aimez-vous les plaisirs de la table? Quels sont vos mets préférés? Et pourriez-vous évoquer un souvenir gustatif? Oui, j'aime les arts de la table. Effectivement, j'ai des goûts très variés. J'aime beaucoup les œufs en meurette. C'est ça, quelque chose qui me plaît beaucoup, même si c'est assez simple. Et voilà, le poulpe grillé. Je suis très éclectique dans mes goûts. Bon. Peut-être un souvenir à évoquer? Un souvenir à évoquer, les choses les plus simples du monde. Un butternut coupé en 4, mis au four avec un filet d'huile d'olive et du sel de Guérande. Et 45 minutes après, c'est un vrai régal. Bon, c'est simple, hein? Oui, mais c'est très bien. Maintenant, on va aborder votre parcours et son début. Et quel a été ce parcours? Qu'est-ce qui a motivé ce parcours architectural? Quelle a été votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie d'architecture et quelles ont été vos études? Mon métier, c'est avant tout une passion, et cette passion, elle s'est fait jour très tôt, en fait, peut-être à l'âge de 10 ou 9 ou 10 ans. Donc je suis architecte en chef des monuments historiques, donc je restaure des monuments, et cette passion est née très tôt, donc surtout des voyages et des visites que je faisais avec mes parents un peu partout en France, à la campagne, et donc cette découverte des monuments historiques, de leur diversité, de leur beauté, et du rêve que ça suscitait en moi, en fait, d'y vivre, de pouvoir imaginer des vies là-dedans. Et très tôt, je me suis rendu compte que ces monuments-là n'étaient pas seulement des monuments figés, issus du passé, témoins de l'histoire, mais qu'ils étaient surtout fragiles et qu'il fallait très peu de temps, en fait, et très peu de choses pour qu'un monument important, très beau, riche, tombe en ruine ou soit démoli, en fait. Et cette fragilité, c'est une conscience, j'en ai eu conscience assez tôt, et assez rapidement aussi, j'ai décidé de faire quelque chose, en fait, pour eux. Oui. Vous avez participé à des chantiers, jeunes? Alors, il a fallu attendre l'âge de 16 ans, parce qu'avant 16 ans, on ne peut pas. Mais effectivement, des chantiers de restauration, type rempart ou autres, en fait, de maçonnerie, taille de pierre, enduit. Donc 16, 18 ans, j'ai commencé ça. Ouais. Et je me suis rendu compte très tôt aussi, assez rapidement, que pour restaurer des monuments historiques, en tout cas pour prendre soin d'eux, le meilleur vecteur, la grande porte, c'était la porte de l'architecture, de devenir architecte, pour ensuite être architecte du patrimoine, et éventuellement architecte en chef des monuments historiques, et intervenir dessus directement, en fait, être actif. Donc vous avez tenté l'école de Chaillot? Oui, effectivement. Alors une fois le diplôme en poche, donc où j'ai fait plein d'autres choses que de restauration de monuments historiques. Au contraire, j'ai eu le plaisir d'apprendre l'architecture, la création, le projet, mais en sortant de là, la passion était toujours là et elle venait me chercher par la main. Et après 2 ans à peu près de pratique chez un architecte des monuments historiques, école de Chaillot, effectivement. Ouais. Bon. Donc l'école de Chaillot qui permet en 2 ans d'obtenir ensuite le diplôme, en tout cas le statut d'architecte du patrimoine. C'est un des moyens de l'obtenir. Oui. Mm-hmm. Donc ensuite vous êtes rentré en agence à Paris. Oui. Voilà, 2 ans, c'est ça? Non. Oui, alors effectivement, 2 ans chez un architecte en chef des monuments historiques à Paris, puis 6 ans chez un autre architecte en chef
voilà, je peux les nommer, Thierry Algrin, puis le Lionel Dubois, et ensuite un autre architecte en chef des monuments historiques, Benjamin Mouton à Versailles, chez qui je suis restée pendant 3 ans, avant de passer encore à autre chose. Mais c'est vraiment auprès d'eux, auprès de mes pairs, que j'ai eu le bonheur en fait de me retrousser les manches et vraiment de travailler à des chantiers, des projets et vraiment à découvrir cette diversité qu'on a dans ce métier-là en fait. Mm-hmm. Alors, l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est: est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école ? C'était vraiment mon rêve. Je suis reconnaissante d'avoir pu l'accomplir. Oui, complètement. L'accomplir en étant vraiment, en ayant entre les mains les commandes, en fait, pour, évidemment, en lien avec tout un métier, avec énormément de gens qui sont très actifs et présents dans notre domaine du patrimoine. Mais voilà, je suis vraiment active. En revanche, ce que je n'imaginais pas, c'était être à la tête d'une agence, d'une équipe, d'avoir des salariés, enfin des collaborateurs. Ça, je m'étais pas du tout imaginé ça, mais évidemment, ça va avec et c'est formidable. J'aime bien. Ouais, quand même. Finalement, ça fonctionne. Ouais. Et puis c'est vraiment une équipe que j'aime beaucoup. On travaille très très bien ensemble. Ouais. Oui, vous êtes une équipe constituée déjà. On est entre 12 et 15 en ce moment. Oui, quand même. Et elle a été créée quand, votre agence en nom propre ? En 2013, vraiment au tout démarrage embryonnaire à mi-temps en fait. Mais 2015, c'était le démarrage réel. Oui. Toute seule au début, puis 2, puis 3. Et qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de cette création ? En fait, après mes premières expériences chez les architectes en chef des monuments historiques, je suis allée passer 5 ans au Sénat, donc à la direction de l'architecture et des bâtiments auprès de Damien Deschlette, l'architecte en chef. Et là, c'était une pratique complètement différente du métier, très intéressante en site occupé, auprès des parlementaires. Mais je pense que je m'éloignais peut-être un peu trop de la réalité de la pratique de mon métier pour lequel j'avais été formée et j'ai eu envie d'y retourner en fait. Donc le déclic, c'était un moment de sa vie. Est-ce que je continue dans cette voie-là ou est-ce que je fais autre chose? Et j'ai fait cette autre chose qui était de retourner à ma passion du départ et me lancer seule et puis avec d'autres. Mais alors comment avoir accès à la commande? Parce que oui. C'est compliqué. C'est compliqué au début. Oui. Alors une ou deux commandes privées, presque confidentielles, petites en fait, petites mais qui donnent confiance et permettent de se lancer. Et ça, on est toujours très reconnaissant. Et puis surtout répondre à beaucoup d'appels d'offres pour pouvoir en gagner quelques-uns. Et puis bien les cibler et avoir la chance de travailler sur des monuments importants et des projets qui donnent ensuite plus de visibilité, en tout cas qui font grandir en expérience, en compétences et qu'on peut valoriser un peu plus pour l'appel d'offres suivant. Mm-hmm. Mais ça se fait en plusieurs années. C'est long. Oui, c'est long. Un peu long. Il faut pas se décourager. Non, pas du tout. Ouais. Non, faut avancer. Bon. Alors maintenant, pouvez-vous raconter l'histoire de vos projets? Quels seraient vos projets emblématiques ou récents, d'actualité? Et puis après, on rentrera aussi à travers le projet, je pense, dans toute une série de questions où on va faire surgir votre rôle d'architecte en chef des monuments historiques, comment vous abordez les interventions sur les édifices civils et religieux, est-ce qu'il y a des différences? Bon, j'en dis pas plus parce qu'autrement on va pas se souvenir de toutes les questions, mais voilà. Déjà, si vous voulez embrayer sur les projets qui vous tiennent à cœur, dont vous aimeriez parler aujourd'hui. Alors les projets qui me tiennent à cœur, il y en a beaucoup, ça va être dur de choisir, mais en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'avoir des échelles et des types de projets différents en fait. Donc moi j'ai énormément d'affection et d'attachement pour les projets de restauration vraiment
des églises, en fait, des églises de village classées monuments historiques. J'aime restaurer les églises, il y en a beaucoup. En général, elles sont souvent, même si on en prend un petit peu soin, elles sont quand même assez oubliées, dans un état de conservation très, très, très déplorable, avec des toitures percées, etc. Et c'est vrai que c'est vraiment la base pour moi, parce que c'est aussi ce que j'ai appris à aimer et à faire en premier, en fait. On est en général complètement intégré et adopté par une équipe municipale de gens qui vivent là et qui aiment leur territoire. Donc ça, ce sont des projets de restauration intéressants et humainement vraiment très attachants. Après, il y a d'autres projets beaucoup plus complexes et intéressants. J'aime beaucoup participer à des projets de schémas directeurs. Les schémas directeurs, par exemple, donc j'en ai fait quelques-uns, donc au château de Chaumont-sur-Loire, au palais du Luxembourg, le palais du Bardo à Tunis aussi, donc le parlement des représentants du peuple tunisien, aussi au château de la Selle-Saint-Cloud et en ce moment au château de Chambord. Et ça, ce sont des projets qui permettent aux maîtres d'ouvrage ou aux propriétaires, en fait, d'avoir un état des lieux extrêmement complet et complexe, exhaustif en fait, de leur monument ou de leur site, du point de vue donc de la connaissance historique, architecturale, l'état des lieux de conservation, et aussi quels sont les multiples besoins en fait d'un site et d'un monument en termes de valorisation, d'usage, de mise en valeur, de restauration évidemment, et toutes ces analyses-là, eh bien, se recoupent dans une proposition de programme de restauration et de mise en valeur, de modernisation, etc., qui ensuite sert de feuille de route sur 5, 10, 15 ans. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi, mais ça, c'est plus du projet, en fait. Oui. Mais oui, donc vous intégrez même la programmation. Oui. Ouais. Par exemple, pour Chambord, est-ce qu'on a une idée de la temporalité ? Il faut peut-être pas en parler, parce qu'on parfois on est sur des temps glissants mais sur cette approche de conception. Oui, alors que ce soit à Chambord ou à Chaumont ou ailleurs, ce sont des temps relativement courts, d'une année, entre une année et demie, 12-18 mois. On n'a pas besoin de passer trop de temps finalement, il faut prendre le temps, plus le domaine est grand, plus il faut s'y intéresser et s'y investir. Mais en termes de temporalité, en tout cas, le sujet est vraiment de démêler les fils pour permettre aux décideurs, de trouver en tout cas de faire ses choix. Exactement. Faire des choix et de programmer avec un ordre de priorité qui vraiment servent le monument, le site et puis aussi les objectifs d'un gestionnaire de site. Mais en termes de projet, en tout cas, il y a énormément de choses passionnantes et peut-être que je peux donner des exemples, il n'en manque pas. Ouais. Alors justement, que signifie être architecte en chef des monuments historiques quand on intervient sur du patrimoine ? En fait, il y a toute une réglementation qui existe. Un architecte lambda va a priori pas intervenir, parfois. Oui. Mais en fait, c'est vous qui tenez les rênes de... Oui. Votre qualification, votre... En effet. Ouais. En effet, pour les monuments historiques qui appartiennent à l'État, tout à fait. Donc pour travailler sur un monument historique qui soit classé ou inscrit, il faut effectivement avoir une formation et des compétences pour travailler sur ces monuments. Lorsqu'un monument est classé, il faut effectivement être architecte et avoir la formation qui permet d'être architecte du patrimoine et d'avoir à minima 10 ans d'expérience derrière soi dans ce domaine-là pour pouvoir intervenir. Maintenant, la spécificité des architectes en chef des monuments historiques, c'est qu'ils ont passé le concours qui permet d'obtenir ce titre-là. Et ce titre-là permet d'être responsable d'un certain nombre, de un ou plusieurs secteurs géographiques. Donc, ce sont des départements la plupart du temps, des circonscriptions géographiques qui sont des départements, ou bien des domaines, des grands domaines. Pour exemple, ce sont principalement des cathédrales, en fait. Des cathédrales, ou alors des châteaux qui appartiennent à l'État. Ça peut être aussi des ouvrages d'art, un aqueduc, par exemple, dans le département dont on a la charge, ou un grand domaine. Et dans ces circonscriptions-là, l'architecte en chef des monuments historiques est sollicité pour tous les projets de maîtrise d'œuvre, de restauration ou d'aménagement, mais on le sollicite aussi en cas de sinistre, par exemple sur un monument qui n'appartient pas forcément à l'État, mais qui s'effondre ou qui prend feu, mais il est classé
dans un département dont il a la charge, eh bien pour les travaux d'urgence, en tout cas, on fait appel à lui ou à elle. Ouais. D'accord. Alors, vous parliez de votre amour, on peut le dire, des églises. Ouais. Enfin, en tout cas, entre autres. Les châteaux aussi. Oui. Finalement, quand on aborde ce type de patrimoine avec cette responsabilité, en fait, j'imagine qu'on se met justement un petit peu en religion, que ce soit un château ou une église, on s'imprègne. Absolument. Ouais. Ouais. Ah oui, tout à fait. Que ce soit effectivement pour un édifice religieux ou un château, un hôtel particulier ou un palais national, avant tout, on se met on se sent tout petit en fait et assez humble et chanceux surtout de pouvoir intervenir sur des monuments comme ceux-là qui nous sont parvenus en relativement bon état. Et on a ce devoir et cette demande, cette nécessité de le transmettre aux générations futures dans un état au moins aussi bon, sinon meilleur. Donc déjà, ça c'est vraiment le premier élément de regard. Ensuite, effectivement, se mettre un peu à la hauteur du monument, c'est le comprendre avant tout. Le comprendre, ça passe toujours par une étude historique, une étude documentaire, une étude archivistique et aussi une étude analogique en fait. Et ce château que je vais restaurer, que nous allons restaurer, alors déjà essayer de le comprendre, en quoi il est beau, pourquoi a-t-il été classé, en quoi a-t-il été unique et que vais-je identifier aujourd'hui d'important et de crucial à préserver pour ne pas le trahir et le préserver dans la présentation qui le respectera au mieux en quelque sorte. Donc ça c'est vraiment on se met vraiment au service du patrimoine en fait, de ce monument. Vous travaillez forcément avec des historiens ? Oui, ah oui. Tout à fait, avec des historiens spécialisés dans le domaine de l'architecture et les monuments anciens. Donc, ce sont des vrais partenaires et on se parle beaucoup avant. Donc, moi, je leur explique ce que j'ai vu, ce que je comprends, ce qui m'anime aussi et ce qu'on va faire ou ce qu'on nous demande de faire. Et ça les aide à savoir où chercher et comment présenter les choses. Et eux nous apprennent énormément de choses. Ils nous aident à lire le monument autrement, par les archives, par la documentation, et à comprendre ce que l'œil ne voit pas toujours. Oui. Est-ce que vous auriez une petite histoire à nous raconter, peut-être plus liée à la matérialité, pour que les gens puissent imaginer, souvent, c'est imaginer les compagnons travailler, ouais. Je sais pas, vous avez certainement un exemple qui vous vient en tête ? Alors, il y en a beaucoup, mais celui qui me vient en tête, c'est celui de la collégiale de Braine, dans le département de l'Aisne, dont j'ai eu le plaisir d'assurer une partie de la restauration il y a quelques années, il y a pas si longtemps, il y a 2 ans. Et c'était un très joli chantier qui s'est déroulé au début du Covid, du confinement. En fait, c'est l'un des premiers chantiers à avoir réouvert après la fermeture du mois de mars 2020. Et c'était un vrai bonheur déjà. C'était presque un petit peu une résurrection une renaissance en tout cas pour chacun de se retrouver sur le chantier. Et donc c'est un bon exemple. C'est une collégiale, donc une église d'une grande importance, donc en pierre couverte en ardoise, de la fin du XIIe siècle, dont la restauration concernait à la fois les couvertures, les charpentes, les façades, un très gros échafaudage autour. Donc vous pouvez circuler du haut en bas, tout regarder. Alors il y a toute une première étape où on a fait connaissance avec le monument, avec les gargouilles, les sculptures. On a tout observé, nettoyé, décidé ce qu'on allait garder. Évidemment, on garde quasiment tout, mais dans certains cas, lorsqu'une gargouille, par exemple, ou un élément sculpté a disparu, c'est un moignon, eh bien, il faut décider si on laisse le moignon. Parfois, on le laisse, mais parfois, on remplace, en fait. Donc, comment remplacer ? Et c'est un travail passionnant qui a été fait, voilà, avec nos couvreurs, avec nos charpentiers, les compagnons qui taillaient sur place les ardoises, qui sont si rapides et si précis, les tailleurs de pierre et les sculpteurs. C'est incroyable comment, j'aime beaucoup la façon dont ils arrivent à modeler, comme dans de la terre, cette pierre si dure, en fait. Ça force l'admiration. J'avais l'impression que nous participions tous à une œuvre commune. Alors, une œuvre musicale, un peu. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit sur un chantier.
pas du bruit gênant, mais le bruit de du ciseau qui taille la pierre, de l'ardoise qui se taille, le bois qui grince. Enfin, c'est génial. Et j'ai parfois le sentiment d'être un peu chef d'orchestre de tout ça, et c'est sympa. Ça vous nourrit. Tout à fait. À votre avis, quels sont les principaux défis d'une restauration patrimoniale ? Le degré de restitution ? Parmi les principaux défis d'une restauration patrimoniale, moi j'ai l'impression que principalement, c'est conserver l'authenticité. Comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il faut vraiment comprendre ce qu'il est absolument nécessaire de garder, de mettre en valeur. Après, la question se pose souvent et de différentes manières. Par exemple, lorsqu'on restaure une couverture. La couverture, donc en ardoise, en plomb, en tuile, d'un édifice, que ce soit un château ou un hôtel particulier ou une église, eh bien on sait, si l'édifice est ancien, qui date par exemple du XIIe siècle ou du XVIe, que c'est au moins la 3e, 4e, 5e, parfois 8e génération de couverture. Donc la notion d'authenticité, elle est un peu relative dans ces cas-là, puisqu'on remplace complètement les matériaux. Alors, par la documentation, par l'observation et par l'analogie, et surtout aussi par l'observation des archives, pas des archives, mais pardon, de la documentation, par exemple les très riches œuvres du duc de Berry, ou des lithographies, ou les traités d'architecture, nous permettent de voir comment étaient représentées les couvertures, les toitures à l'époque. Donc ça nous donne des informations qui nous permettent parfois de rétablir des choses qui ont disparu depuis 2 siècles, mais qui manquent aujourd'hui sur un monument. Est-ce qu'il vous arrive de gérer des chantiers en site occupé ? Oui, ça m'arrive régulièrement, notamment pour les projets de sites institutionnels, administratifs. Donc, ça m'est arrivé lorsque je travaillais au Sénat. Donc, voilà, il y a 2 à 3 000 personnes qui travaillent en permanence là, donc c'est un peu compliqué. Chambord, ce sera le cas aussi. La grande chancellerie de la Légion d'honneur, enfin, un certain nombre de sites comme ça qui sont occupés. Alors, c'est une gymnastique un peu complexe, mais qui se prépare en amont, en lien avec l'occupant, le maître d'ouvrage, pour justement organiser le déroulé du chantier en concertation pour gêner le moins possible. Donc on fait une partie après l'autre. Parfois, certaines personnes sont amenées à déménager provisoirement. On essaye d'éviter, mais ça se fait parfois. Puis ça peut même être amusant, mais on le fait. Nous savons que beaucoup de patrimoines sont détruits, faute de moyens. Vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure. Je ne sais plus si c'était en off ou au début de notre discussion. Comment, à votre avis, rendre l'architecture patrimoniale vivante ? Comment on peut éviter au maximum les pertes ? Peut-être avez-vous une idée sur la question ? Alors, on a quand même le nerf de la guerre, que sont les finances et les subventions. Donc, je pense qu'il faut absolument maintenir un niveau suffisamment élevé de la part des financeurs et de l'État, bien sûr, même si c'est évidemment tout est difficile en ce moment, mais c'est important, surtout pour des monuments qui appartiennent aux collectivités territoriales, à l'État, ou ce qui est le cas de toutes les églises, par exemple. Donc il faut pouvoir aider financièrement. Après, je pense, évidemment, c'est l'entretien. L'entretien des monuments régulièrement permet d'éviter la ruine et de les conserver, ces chers monuments. Après, oui, il faut être observateur. Les solutions, il y en a plein. Je pense qu'il faut aimer les monuments, il faut être lanceur d'alerte quand il y a un problème. Il faut communiquer, mais on vit une époque formidable pour ça, avec les réseaux sociaux. Vraiment, c'est formidable en fait. L'amour du patrimoine aujourd'hui est devenu à la mode, en tout cas. Réunis. Oui. Ouais, c'est réunir les gens. Fédérateur. Voilà, fédérateur. Oui. Et puis voilà, ça plaît beaucoup. C'est devenu sympa. Bon, du coup, vous connaissez Stéphane Bern sans doute. Oui, mais oui.
Bon. Stéphane Bern qui nous aide énormément. Oui. Et on ne peut être que reconnaissant envers lui de l'action qu'il mène depuis toujours, de toute façon, mais pas en particulier depuis la mission Bern et l'autopatrimoine, qui ont contribué énormément à mettre le patrimoine sur le devant de la scène encore plus qu'avant, et justement à aider financièrement. Enfin, c'est exceptionnel. Vous avez peut-être un point de vue à exprimer sur les moyens ultimes de conserver les églises. Est-ce que ça, s'il le faut, ça passe par la désacralisation? Est-ce que vous avez un point de vue à partager? Pas obligatoire. Hein. Oui. Oui. La désacralisation, je vois pas trop. Enfin, moi, ce que j'observe, c'est qu'un monument, pour qu'il dure davantage dans le temps, il faut qu'il soit utilisé. Alors, c'est vrai que les églises ne sont pas autant utilisées qu'avant. C'est comme ça, enfin, c'est dans l'air du temps. Mais si elles pouvaient être davantage ouvertes, visitées, sollicitées, les églises, même si on n'est pas croyant, ça reste le patrimoine de toute une nation. Par exemple, les temples grecs, les temples romains, plus personne ne voue de culte à la déesse Athéna, par exemple. Il n'empêche que ce sont des monuments qui appartiennent à une nation. Donc, bon, c'est pas exactement la même chose, mais néanmoins, c'est un patrimoine commun. Donc, peut-être les ouvrir un peu plus, se pencher sur leur ADN patrimonial. Et... Oui, oui. L'église au centre du village, quoi. C'est une silhouette, le clocher, c'est fédérateur aussi, quand même. Est-ce que vous rencontrez parfois des blocages, des points de blocage, des difficultés qui vous mènent un peu la vie dure, ou enfin c'est par rapport aux difficultés de votre métier? Comment elles se dessinent? On en rencontre toujours de toute façon dans toute chose. Donc vous avez peut-être pas envie d'en parler. Alors, on se souvient davantage des bons moments que des mauvais, donc je cherche un peu, mais peut-être la frustration de ne pas pouvoir faire plus, ça c'est un fait. Lié au contexte, on est obligé pour un château qui souffre, par exemple, de faire des choix et de diluer dans le temps de manière un peu plus importante qu'avant, les travaux. Donc on commence par le plus important, puis le reste on fera plus tard, les intérieurs un peu après. Mais tout dépend vraiment du contexte. Après, ce qui va un peu moins bien, c'est surtout le déficit, en tout cas la baisse des subventions. Les normes, oui. Et c'est bien normal pourtant, mais les chantiers de restauration sont un peu plus compliqués qu'avant, mais c'est pour la bonne cause du bien-être des gens qui y travaillent, donc on peut pas être contre ça, mais c'est parfois un peu compliqué. En cas de présence d'amiante, de plomb, évidemment, cela complexifie énormément les conditions de travail. Pour protéger les personnes, les conditions de travail sont quand même plus dures, parce qu'il faut avoir... tout un harnachement là de combinaisons, de masques, des conditions de travail très très complexes et compliquées. Ça, c'est pas très simple. Après, effectivement, on est parfois confronté à des demandes contradictoires. Il est nécessaire aujourd'hui, par exemple, de mettre aux normes d'accessibilité des monuments historiques. Et lorsque l'on travaille pour un maître d'ouvrage qui est un musée, par exemple, ou qui accueille le public, il est obligé de se mettre aux normes et de rendre accessibles les étages. Donc on cherche avec lui des possibilités d'installer peut-être, quand on peut pas toujours des ascenseurs, ou alors d'autres systèmes, il n'y en a pas beaucoup à part l'ascenseur. D'aller vers l'usage le plus possible, mais de manière la plus délicate aussi possible. Oui, exactement. Sans dénaturer. Donc ça c'est vrai que pour l'accessibilité, c'est parfois on est un peu frustré de pas pouvoir faire ce qu'on voudrait ou ce qu'on pourrait. En tout cas, on essaye, mais c'est un dialogue continuel et très intéressant avec les services de l'État, avec aussi l'inspection du travail. Enfin, tout le monde est vraiment mobilisé pour faire au mieux. Après, comme vous le savez, on a très très à cœur tous d'éviter évidemment les incendies dans les monuments historiques. Ça nécessite de mettre aux normes, de moderniser, et c'est pas toujours évident de le faire dans un monument ancien. Ouais. Mais on le fait. On le fait. Vous auriez envie de témoigner sur ce qui vous est passé par la tête quand Notre-Dame a brûlé? En fait, j'avais eu la chance et le privilège de travailler 3 ans à Notre-Dame,
avec Benjamin Mouton, l'architecte des monuments historiques précédents. Et donc, pendant 3 ans, j'avais quasiment les clés de la cathédrale dans ma poche. Donc, je la connaissais comme on connaît une amie chère ou quelqu'un de sa famille. Et l'avoir brûlée a été comme beaucoup de gens, mais un traumatisme qui m'a rendu malade, à pas pouvoir manger pendant une semaine. Enfin, physiquement malade, en fait. Mais, et puis, c'est un cauchemar. Et puis, par contre, puis j'étais vraiment sur place, enfin, j'étais au pied, hein. Mais, et puis aussi un soulagement quand j'ai vu que vraiment, enfin, quand j'ai compris que probablement le feu allait s'arrêter. Et ça a été le cas, heureusement. Et puis, j'ai été portée comme tout le monde, enfin comme nous tous, hein, par cet élan d'énergie porté par le président et tout. Et le général Georgelin. Et le général Georgelin, que j'avais, dont j'avais refait le bureau à la grande chancellerie de la Légion d'honneur, que j'aimais beaucoup. Et voilà, et Philippe Villeneuve, et la DRAC, l'inspection, enfin tous ceux qui ont, enfin toutes les équipes, les entreprises, enfin voilà, tous ceux qui ont œuvré à Notre-Dame. On était tellement impressionnés. Oui. Sacré truc, hein, mais oui, dans l'histoire. Ouais, on a vécu ça, ouais. Alors justement, si vous deviez définir ce que signifie faire architecture sur un monument historique, aujourd'hui, en 2025. Alors, on fait parfois architecture sur un monument historique, mais pas toujours, parce que souvent on restaure le monument pour ce qu'il est. Après, je pense que c'est surtout s'intégrer, enfin s'inscrire dans une continuité, comprendre quelles étaient les parties initiaux de construction, en fait, des architectes et de toutes les équipes qui ont précédé. Nous ne sommes que des passeurs. Donc faire architecture aujourd'hui sur un monument historique, je pense que c'est à la fois répondre à ses besoins, c'est le faire passer d'une époque à l'autre, le comprendre et lui donner quand même ses nouvelles couleurs, qui sont pas les mêmes selon les cas, mais il faut qu'il en ait de nouvelles en tout cas. Oui, ça passe par l'usage. Absolument. Ouais. Oui. Il n'y a pas toujours d'usage possible, mais l'usage, effectivement, contribue à la reconnaissance du monument contribue à sa pérennité, oui. Ouais. Comment voyez-vous l'évolution de la restauration dans les 10-20 ans à venir ? Est-ce que vous pouvez exprimer des perspectives ou c'est peut-être prématuré ou vous ne pouvez tout simplement pas ? Moi, je vois peut-être 2 choses. La première, c'est, et je le vois depuis quelques années, j'ai l'impression que c'est un peu plus facile, plus aisé. Je trouve que les outils que nous avons aujourd'hui pour restaurer, que ce soit pour le projet, avec les drones, les scans 3D, le BIM dans certains cas, en tout cas, on a vraiment des outils qui facilitent l'analyse du monument et la définition du projet, que ce soit en restauration ou en aménagement de programme ou en création contemporaine dans le monument. Donc ça, je vois que on est de plus en plus précis, mais attention à ne pas perdre l'âme et la sensibilité et l'intuition. Et ça se passe bien pour le convaincre parce que vous travaillez maintenant avec une maîtrise d'ouvrage. Oui. Donc, est-ce que vous trouvez que ça se passe globalement de manière très favorable ou parfois les débats vont bon train, on va dire ? Il y a forcément des débats en monument historique, puisque le monument appartient à la nation. Enfin, il a des propriétaires, bien souvent, sont souvent des propriétaires privés, mais c'est du patrimoine, donc il appartient en tout cas aux générations futures. Donc, tout ça pour dire qu'on n'est jamais seul en phase de diagnostic. Comme tous les architectes, on suit la loi MOP bien souvent. Diagnostic, demande d'autorisation de travaux, puis ensuite suivi de chantier. On est très bien accompagné par les architectes des bâtiments de France et les conservateurs des monuments historiques, ainsi que par
l'inspection, on a des débats. On n'est pas toujours d'accord, mais on arrive toujours à conclure pour le bien du monument. Enfin, en tout cas, c'est vraiment le but. On a vraiment le sentiment de travailler en équipe pour un patient commun, vous voyez ce que je veux dire? Oui, main dans la main. Oui, exactement. Comment est composée votre équipe? On l'a déjà évoqué tout à l'heure. Oui. Donc une équipe en interne d'une 12aine de personnes. D'abord, je travaille avec ma directrice d'agence, qui est architecte du patrimoine et aussi chef de projet, et donc la responsable administrative et développement, puis que des architectes, en fait, principalement architectes du patrimoine, mais en tout cas spécialisés dans la restauration de monuments historiques. Donc 2 agences, donc à Paris et en Val-de-Loire. Les personnes travaillent beaucoup en binôme avec des responsables de projet et des personnes un petit peu plus juniors, en fait. Les équipes sont mixées, c'est-à-dire que les duos sont pas toujours les mêmes pour que chacun puisse apprendre au contact d'un autre et sur d'autres monuments. Et par ailleurs, souvent, ce sont les juniors qui deviennent chefs de projet et le référent, en fait, qui devient son assistant tout en l'aidant. Donc ça, c'est agréable parce que ça permet de diffuser la formation. Et puis, je travaille aussi avec des économistes de la construction, beaucoup de bureaux d'études, donc structure, matériaux, restauration de décors peints, de sculptures. Ça, non, j'ai pas dit sculpture. Voilà, on a énormément de gens. C'est passionnant. C'est passionnant. Et des géomètres aussi. Ouais. Et donc, finalement, on a des savoir-faire qui ne tombent pas en désuétude. Ah non. C'est pour ça, pour répondre à votre question précédente, l'avenir, moi je le vois très très florissant parce qu'on a de plus en plus de jeunes en fait qui se intéressent à ces choses-là. Ah oui, que ce soit du côté des entreprises, du côté de la maîtrise d'ouvrage, des architectes, et aussi du côté des collectivités territoriales en fait. On a énormément de gens qui se destinent à cela. Puis on construit de moins en moins. Enfin, il y a quand même un petit peu moins de possibilités de construire. Donc, il est clair qu'il y a un retour vers la restauration et la réhabilitation énorme. Et que ça devient même, ça fait même autorité. Non, mais c'est très bien, c'est formidable. Oui, c'est vraiment dans l'air du temps et on le voit aussi dans les écoles d'architecture. Mon fils vient d'être diplômé, il suivi un petit peu la même voie, même si lui, il va pas être architecte restaurateur, mais plutôt contemporain. Mais effectivement, j'ai vu à travers lui à quel point le projet de réhabilitation était important aujourd'hui dans les écoles d'architecture et avec des professeurs très équilibrés dans ce qu'ils apprennent aux élèves en fait et voilà, moi je vois beaucoup de sensibilité. Alors oui, c'est très prometteur dans le sens où il n'y a pas si longtemps, on ignorait des patrimoines et on les détruisait peut-être de manière beaucoup plus facile. Oui, c'est vrai. Et des patrimoines qui pouvaient durer encore un peu. Absolument. Et notamment le patrimoine 20e et 19e qui, jusqu'à peut-être une quinzaine d'années, n'était pas considéré à la même valeur qu'aujourd'hui, comme étant des périodes de l'histoire pas dignes d'être conservées, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et puis à l'heure de l'écologie, de l'économie un petit peu, mais écologie en tout cas, et c'est pas du tout idiot d'aller dans ce sens-là. Bien sûr. Dans votre travail, vous avez un rapport au temps qui est élastique, finalement, parce que vous allez très loin dans le passé et vous êtes obligé de projeter beaucoup dans le futur. Du coup, vous avez, j'imagine, une épaisseur de connaissances historiques. On pourrait presque faire un podcast toutes les semaines pendant longtemps, je pense. Et c'est d'ailleurs frustrant pour moi de ne pas avoir suffisamment de temps. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, ouais. Et d'ailleurs, je suis très heureuse de recevoir une architecte du patrimoine femme. C'est sans tomber dans les plus minoritaires. Voilà. Je suis très heureuse que ça soit vous qui soyez là aujourd'hui. Donc vous avez ce rapport au temps très élastique. Alors là, vous venez d'avoir un discours très optimiste et c'est formidable.
parce que je pense que ça peut redonner une matière pour que les gens aient envie de se lever le matin. Et on traverse encore des temps un peu difficiles. Qu'est-ce que, dans ce rapport au temps, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux gens justement pour renforcer cette lumière que vous apportez Le fait de travailler sur des édifices qui ont été bâtis 800 ans plus tôt et dont on fait tout pour qu'ils restent encore sur pied dans 500 ans, ça permet de relativiser. Ça permet aussi de prendre une certaine distance. On est un petit peu en déport, c'est-à-dire que à la fois on s'investit encore plus parce que l'exigence est énorme, parce que c'est un monument qui appartient au patrimoine de tous les Français. Il appartient à l'avenir, au passé et à l'avenir. Et en même temps, je ne sais pas si c'est une certaine forme d'humilité, parce que on se pose pas la question quand on travaille sur des monuments, mais finalement, j'ai l'impression qu'il y a pas de place pour l'ego, par exemple, dans un monument, dans une restauration de monument. On est là surtout pour s'effacer, qu'on nous oublie, nous, qu'on se dit pas, tiens, c'est un tel ou une telle qui a restauré en telle année. C'est plutôt, ça a été restauré sous telle époque, où on restaurait comme ci, comme ça, ils ont voulu faire ça. En même temps, il y a eu la pyramide du Louvre. C'est vrai. Je vous titille un peu, là. Oui, c'était pas vraiment... Oui, c'était pas... ça a été très décrié, et puis finalement, tout le monde s'est habitué. Ouais, c'est vrai. Alors ça fait appel au temps, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est vrai qu'on s'habitue aussi à certaines choses. Et il est vrai que la pyramide du Louvre, en tout cas par cette nouvelle entrée, qui était nouvelle à l'époque et qui va encore donner, ça va encore changer au Louvre. Mais en tout cas, ça avait permis d'organiser le parcours de visite complètement différemment. Ça, c'était vraiment une très très bonne chose. Et la forme de cette pyramide, finalement, tout le monde s'y est habitué. En fait, c'est même très beau. Il y a sous certains angles, c'est très beau. Oui, c'est beau. C'est très très beau. Mais effectivement, alors à l'époque, ça n'a pas plu à tout le monde. Bon, moi, je m'en souviens pas vraiment. Je crois que j'étais un petit peu enfant quand même. Mais je sais quand même que souvent, effectivement, on se souvient davantage des bons moments que des mauvais. Oui, et je crois qu'on a un peu oublié tout ça. C'est vrai. Ouais. Alors après, dans certains cas, quand des projets contemporains, quelques années après, ça passe toujours pas. Il y a toujours une possibilité de revenir en arrière. Et je sais, tout à l'heure, ce que je voulais vous dire aussi, c'était ça, c'est que de plus en plus aujourd'hui, la notion de réversibilité est au cœur des choix que l'on fait. C'est quand même de plus en plus rare de modifier profondément un monument historique dans le cadre d'un projet contemporain, sauf à retirer un élément très récent et qui ne fonctionne pas du tout avec l'ensemble. Et encore, tout ça doit être validé. Mais voilà, je crois qu'on bétonne plus. Aujourd'hui, on ne dénature plus. En tout cas, de moins en moins. Tant mieux. Tant mieux. Ah oui, tant mieux. Oui. Parce que parfois, on a eu des boyaux serrés, on va dire. Bien sûr. Non, on est beaucoup plus respectueux aujourd'hui du patrimoine que ça a pu l'être autrefois, mais les époques sont pas les mêmes. Il y a eu toutes les époques d'entre-deux-guerres, d'après-guerre, de plein de choses qui ont fait qu'on ne voyait pas les choses comme on les voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on en prend soin, les patrimoines, et l'authenticité, elle est importante à conserver. Et puis on sort aussi, je crois, et vous pouvez me contredire, si je pense qu'on sort vraiment d'une vision très historique de la pratique, en fait, architecturale, avec tous les traités qui ont vraiment peut-être figé dans la pierre l'architecture, alors qu'aujourd'hui on se rend compte que le monde change tellement et vite, on sait qu'il y a une permanence, mais dans une mouvance. Oui, c'est vrai. Je l'expliquerai peut-être comme ça. Tout à fait. Ouais. Je pense que les monuments historiques en sont un bel exemple d'édifices immuables, mais qui doivent quand même être pris en charge, et qui véhiculent énormément de choses, que ce soit par les usages ou la magie, en tout cas les images qu'ils transportent, qu'ils fédèrent, qu'ils génèrent. L'imaginaire. Exactement, voilà. Qui véhicule. Comment imaginez-vous le monde de demain ? De quel je sais pas. Comme vous voulez, appropriez-vous la question, soit par rapport à votre pratique ou par rapport à l'espace territorial, urbain, patrimonial. Moi, j'ai quand même l'impression que une conscience écologique est en train de...
elle n'est pas du tout récente, mais elle est en train de toucher l'ADN de tous nos jeunes, puis même les moins jeunes. Enfin, je veux dire, moi j'ai l'impression qu'on va vers ça, vers une conscience écologique de plus en plus importante et présente. Moi j'ai l'impression aussi que quand même, ça n'a pas de rapport direct avec l'environnement ni l'architecture, mais j'ai l'impression que le monde de demain verra peut-être beaucoup de personnes se diriger vers la déconnexion, en fait. J'ai l'impression moi, c'est mon sentiment, qu'on va vers presque une saturation de la surconnexion, en fait. La surconnexion et le retour à la nature, le retour au calme, au silence, à la mer, à la montagne, à des choses vraies, à la réalité, en fait. Oui. Qui a trait à l'éternité, en tout cas au passage d'une époque à l'autre. Je pense qu'on a vraiment besoin de se déconnecter pour se reconnecter à la Terre. Moi, je le ressens très, très, très fort. Et j'ai l'impression que c'est un besoin que tout être humain a en lui, mais qui est difficile de faire éclore parfois dans la vie de tous les jours. Oui, surtout quand on a un monde virtuel qui est complètement... on est hypnotisé par ce monde virtuel, quelque part. Oui. Et il y a une espèce de tiraillement qui est compliqué à gérer. Oui. Et peut-être encore plus pour les enfants, parce que... Ah oui. Une sollicitation permanente et qui finalement cache un peu, met le boisseau là sur finalement une énergie qu'on déploie pas suffisamment. Quel temps perdu, hein. Ouais, dans la vie ordinaire. Ouais, quel temps perdu sur les, je vais dire sur les réseaux, mais il y a pas que ça. C'est en tout cas on est très sollicités, très très sollicités tous, et les jeunes encore plus. Oui, voire même par moments agressés, sans vouloir tomber dans le cliché. Voilà, mais c'est par moments un petit peu pesant. Oui, c'est ça. Mais je pense que moi, je suis toujours très très rassurée de voir ma fille à 15 ans, elle est ado, elle est en plein dedans, et voilà, je suis toujours très rassurée de voir que les jeunes et les ados finalement ont besoin, envie, recherchent ça, ces moments de plénitude avec autre chose, avec des choses un peu plus vraies, quoi. Chouette. Ouais. Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui ? Quel conseil pourrais-je leur donner ? De tracer leur propre route. Je sais pas, il y a plein de conseils à donner, en tout cas d'idées, mais de peut-être pas se mettre dans une voie trop tôt ni tout de suite, et rester libre. Ce n'est pas parce que il est parfois difficile quand on commence après les études à trouver un premier boulot. Parfois c'est difficile. C'est pas parce qu'on a eu la chance d'avoir un premier job, un premier boulot, première agence qu'il faut absolument y rester parce qu'on est trop chanceux. Non, je pense que moi j'ai l'impression que peut-être, ça c'est mon sentiment, il vaudrait mieux multiplier les bonnes expériences qui nourrissent et qui permettent de grandir et qui permettent ensuite de trouver sa voie, plutôt que d'avoir peur et d'avoir peur. Non, pas personne n'a peur, mais de s'enfermer un petit peu par par crainte, je pense. Oui, par crainte du lendemain, de la précarité, etc. Mais quelqu'un m'avait dit un jour, c'était justement une personne qui avait son cabinet, qui avait un cabinet de recrutement, qui m'avait dit parfois le plus grand risque, c'est de ne pas en prendre. Et cette phrase-là, moi, elle m'a vraiment, elle m'a poussée à agir à chaque fois où justement j'avais un peu peur et je me suis dit non, faut pas prendre trop de risques. Si, en fait, on est toujours en mouvement. Et quelqu'un d'autre aussi m'avait dit un jour, on peut pas avancer si on a un pied dans le bac de ciment, quoi. Il faut marcher, quoi. Faut avancer. Et voilà ce que j'aimerais dire aux élèves en architecture, c'est ça ? Oui. Aux futurs architectes. Aux futurs architectes. Mais oui. Toute école confondue. Toute école confondue. Voilà, il y a plein de choses à dire et puis tout évolue tellement vite que faut rester vraiment ouvert. Ce sera le mot de la fin. Mais c'est bien. C'est bien. Super. Merci beaucoup Maëlle pour ce témoignage. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Chers auditeurs, merci pour votre écoute.
N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @commedarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.